avec un tel sujet, on espérait de Fischer et de la Hammer un grand, ou tout du moins un beau film. Ce fantôme de l'opéra est certes esthétique, mais le résultat ne suffit pas à combler l'attente qu'il avait générée. Il semble que tout le monde soit passé à côté du sujet, le scénariste en tête, qui s'égare et perd le fil de l'intrigue. Fischer, de son côté, s'attarde sur des éléments décoratifs, telle une scène d'opéra accessoire, entravant ainsi la progression du récit, et si l'ouverture est brillante, la clôture du drame s'avère bien plate. Une impression générale d'insipidité et de désappointement relativement au plaisir escompté émerge du film. Pardon Bernard, mais je pense il n'a pas vu le même film que nous. Il n'a rien compris. C'est l'heure d'aller à l'opéra. L'opéra, oui, c'est notre deuxième rendez-vous à l'opéra. Voilà. Oh, oui, bah oui, déjà. C'est notre deuxième rendez-vous à l'opéra. Pour notre deuxième rendez-vous, nous avons choisi de nous consacrer qu'à un seul film. Parce que c'est un bon film. C'est l'adaptation du Fantôme de l'Opéra par Terence Fisher. Donc, le Fantôme de l'Opéra. En 1962, voilà. Pour le compte de la Hammer. Une fois qu'on a dit Fisher, Hammer, 1962, les gens qui suivent un peu, les gens de bonne compagnie, qui on partage nos petites veillées, doivent immédiatement avoir l'œil qui s'allume, car ils savent qu'on parle d'un immense cinéaste, en pleine possession de ses moyens, dans le studio qui lui a permis de réaliser ses plus grands films. 1962, il est... bon, je t'ai dit, il est entre le Loup-garou. Ah oui, entre le Loup-garou et Sherlock Holmes et le Collier de la Mort. Voilà. Qui sera réalisé la même année. Oui, c'est ça, oui. C'est grosso modo entre 57 et, on va dire, 70. Oula, bah non, mais entre 65. Oui, ou 65, voilà, sur 10 ans, à peu près. Voilà, un peu plus. Bon, il va faire tous ces gros films. Un tout petit peu moins de 20 ans après la version 43 de Lubin, et on voit bien quand même qu'en 20 ans, énormément de choses ont changé. Que ce soit au cinéma ou que ce soit dans le rapport des hommes, des femmes, etc. C'est assez évident. Son geste d'auteur va aussi être particulièrement visible dans sa reprise de ces grandes scènes, et comment il va à chaque fois les traiter d'une façon inattendue. Alors peut-être aussi, on le disait éventuellement à propos du roman, peut-être n'a-t-il même pas lu le roman, et d'une certaine manière, c'est pas important. Peut-être n'a-t-il pas vu non plus les précédentes versions, ça on n'en sait rien. Mais d'une certaine façon, ça ne l'empêche pas de s'inscrire dans une tradition. Tu peux pas voir ton propre œil. Je pense que d'abord Fischer est la tradition. Bien sûr. C'est un cinéaste qui a une soixantaine d'années quand il fait le film. Il a toujours œuvré au sein du système des studios. Lui, il est au cœur du processus de maintien en vie d'une tradition du cinéma. Il l'incarne tellement que je pense qu'il n'a pas de recul là-dessus. Lui, il fait un film, puis un autre, puis un autre. C'est toute la beauté, c'est une des beautés de son cinéma. Parmi ses films où il s'est le plus exprimé, je pense que Le Fantôme de l'Opéra tient une place de premier plan. Oui. Apparemment, c'est pas vraiment l'avis habituellement partagé sur ce film, qui est souvent considéré comme un film à la triste réputation de Terence Fisher. Alors, Mathias, l'excellence du film de Fischer nous prouve que notre problématique de l'adaptation n'a plus aucun intérêt à partir du moment où un film est simplement bon. Oui, tout à fait. Mais le jeu... On le savait un peu à l'avance. Le jeu, c'est quand même de relever le degré de fidélité du film de Fischer à l'œuvre de Leroux. En l'occurrence, c'est assez peu fidèle à la lettre. L'action est transposée à Londres, déjà. L'action est transposée à Londres. C'est l'opéra de Londres. Alors, il y a toujours évidemment le fantôme, il y a toujours le personnage de Christine, qui est vraiment et l'autre personnage, qui revient quand même d'adaptation en adaptation, même quand on est assez loin de la lettre de Gaston Leroux, c'est la Carlotta. Je pensais que tu allais me parler du tueur de rat. Et également le tueur de rat. Alors ça, c'est très étrange, ce tueur de rat qui est... ça c'est quand même... bon, il faut croire que c'est quand même une idée très visuelle et très cinématographique. Le film fournit ce qu'un spectateur attend d'un film de fantôme de l'opéra, un homme masqué, un décor qui est celui de l'opéra, que l'action se passe dans un opéra, la jeune fille, la jeune chanteuse, au centre, alors on va pas dire d'un triangle amoureux, parce que là c'est pas le cas, mais en tout cas déchiré entre deux hommes, disputé par deux hommes, et c'est à peu près tout.
C'est à peu près tout. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est vrai que si on devait ramener l'adaptation en général du fantôme de l'opéra à ses éléments de base, c'est cela. Donc à partir de ces éléments, Fisher va bâtir son film, voilà, il va faire vraiment un film de Terence Fisher. Moi, ce qui me touchait le plus probablement dans le film, comme dans la plupart des films que j'aime, comme dans la plupart des films de Fisher, c'est la manière dont il traite les personnages féminins. Oui, principalement le personnage de... Qui est par moments bouleversante, qui est le seul traitement vraiment moderne que je vois dans tous les films qu'on connaît. Pour l'instant, oui, dans tous ceux qu'on a vus, ça c'est sûr. Christine est un personnage qui est interprété par une comédienne de théâtre. Oui. Et qui néanmoins, je trouve, est très cinégénique, c'est-à-dire que très souvent Fisher la filme muette dans ses réactions. Oui, elle ne véhicule pas beaucoup ses sentiments par le dialogue. Alors elle n'a pas un look... elle n'a pas une beauté typique de ces années-là, on ne peut pas dire que ce soit une beauté à la Jane Fonda. Non, et surtout elle n'est pas soprane dans son allure, c'est-à-dire on est une fois encore très loin du Lubin. Le premier personnage féminin qu'il nous présente, c'est quand même la Carlotta, oui, tout à fait. Qui est vraiment présentée comme une espèce de Calas, mais sur une version... elle est pas du tout caricaturale, mais elle est ramenée à sa bouche. C'est une chanteuse. Voilà. Le premier plan qu'on a sur elle, c'est un gros plan sur la bouche. Oui, tout à fait. Alors, là tu m'obliges à dériver de ce que je voulais dire sur la féminité, mais c'est pas grave. Il y a à ce moment-là déjà un raccord qui est typique de Fisher, un raccord ironique, c'est-à-dire qu'un personnage annonce tout va bien se passer, et on coupe et on entend ce hurlement, qu'on imagine un hurlement de terreur comme un commentaire ironique de la phrase qui vient d'avant, et troisième, on peut dire, troisième emboîtement, non, c'est pas un hurlement de terreur, c'est le chant de la Carlotta. Elle n'est pas du tout présentée comme une capricieuse, contrairement à beaucoup des versions. Par contre, très vite, nous est présentée à contrario Christine comme, effectivement, d'abord quelqu'un de mutique, de silencieux, et évidemment beaucoup plus jeune, et d'absolument pas... Alors moi je dirais pas mutique, mais disons, après c'est la beauté des acteurs qui ne parlent pas beaucoup, qui s'imposent par leur présence. Toi-même, tu y mets beaucoup de choses, tu remplis vite, mais pour moi c'est une femme qui est d'emblée par rapport aux autres qu'on a vus à tout le moins, qui est présentée avec une intériorité. C'est plutôt qu'elle semble sereinement habitée par son art, sereinement pleine de ce qu'elle a à donner dans son chant. Absolument pas la Carlotta plus jeune. On n'est pas dans cette logique-là. C'est deux personnages qui sont franchement distincts. La deuxième thématique forte pour moi aussi, typique de Fisher, tu parles de procédure, c'est le matérialisme du réalisateur, la manière qu'il a de toujours ramener ce qui montre dans le film, de la vie du théâtre, de l'opéra, des relations entre les personnages à des aspects matériels, à des aspects de métier. Donc par exemple, la Carlotta, quand on nous la présente, trouve qu'il n'y a pas assez de fleurs dans sa loge. Elle ne commente pas sur le fait qu'elle soit admirée ou pas, mais le dialogue nous informe sur un certain nombre d'objets qu'elle trouve en quantité insuffisante dans sa loge. Toute une perspective dans le film, comme dans beaucoup de films de Fisher, qui est tendue par ça, par des questions matérielles. C'est-à-dire que le point de vue est exprimé pas avec sentimentalisme. Il y a une forme de sentimentalisme dans le film, mais beaucoup aussi par des notations physiques, des notations matérielles, soit dans les dialogues, soit dans les objets qui sont présentés à l'écran. Et ça signifie aussi on va dire, sa place dans la hiérarchie de l'opéra, puisque à travers cette description d'un opéra, alors effectivement l'opéra chez Fisher, c'est les gens qui travaillent à l'opéra. C'est ça, c'est des gens qui exercent un métier. C'est pas le décorum, de c'est pas vraiment les coulisses, c'est pas les espaces qu'ils filment sont tout le temps les espaces de transit. Et d'ailleurs l'espace derrière un plateau dans un théâtre s'appelle un espace de transit, c'est l'endroit par où transitent les décors, par où transitent les comédiens, par où transitent... et ce sont des espaces de circulation, puisqu'il y a plein de gens qui travaillent, puisque cet opéra est constitué de tous ces gens qui travaillent, c'est une société, et cette société est évidemment hiérarchisée, avec à sa tête... alors c'est pas toujours extrêmement clair, mais vraisemblablement l'auteur, le compositeur, donc là en l'occurrence un lord. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Lord Darcy. Avec un point de vue aussi social sur tout ça, c'est-à-dire... Alors ce matérialisme, il est doublé, comme tu disais, d'une vision de la société anglaise. Alors là, on va nous voir venir à des kilomètres, mais
c'est difficile de ne pas penser quand on voit l'ignominie du personnage de Lord Darcy, puisque ça va être ça, à l'image de la noblesse très souvent dans les films de Fisher. C'est fréquent chez Fisher, il n'y a pas d'idée de contester. Non. Il n'y a pas d'idée contestataire. On pose, ou en tout cas c'est pas un film de révolté. Ça fantôme pour le coup. Oui, ça s'exprime quand même, mais disons que la société telle qu'elle est nous est présentée avec un mélange de tristesse et de vraie empathie pour ces personnages qui filment. On peut parler maintenant peut-être de la manière de filmer les seconds rôles de Fisher. Bon, tous les seconds rôles, voire les troisièmes rôles, on va dire, sont vraiment assez travaillés. Alors par exemple, moi j'aime beaucoup le plan qui précipite un peu ce qu'on a dit avant sur à la fois cette hiérarchie sociale qui est constamment représentée et cette générosité que Fisher a, non peut-être pas cette générosité, cette justice qu'il veut avoir vis-à-vis des seconds rôles, qui est ce plan où Christine et son soupirant, son prétendant en tout cas, Hunter, se tiennent chaud dans un fiacre. Voilà, on suit leur discours, leur dialogue. Donc c'est l'hiver. C'est l'hiver. Les paysages sont enneigés. Et la caméra, le plan coupe, et la caméra les prend de l'extérieur, et on découvre le cocher du fiacre qui est congelé. On a un plan sur son visage, il meurt de froid, littéralement, il a le nez rouge, les yeux rougis, il est tout blanchi par le givre dans la barbe. Voilà, il est visiblement en train de souffrir du froid. Et effectivement, les deux tourtereaux. Donc il y a ceux qui ont chaud, il y a ceux qui ont froid. Il y a ceux qui sont dedans, il y a ceux qui sont dehors, mais ils sont quand même dans le même plan. Ils sont dans le même plan et il n'y a pas de lutte des classes. Enfin, une fois encore, les choses sont posées comme telles, on les voit, on rend justice à ça. Dans ce monde typiquement fisherien, va se produire ce qui se produit toujours dans les films de Fisher, c'est-à-dire qu'une pulsion va se mettre à circuler. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une étanchéité des couches, des classes, mais il y a une circulation des pulsions là-dedans. Alors moi je vois le symbole l'image de cette circulation dans le choix que fait Fisher de nous montrer le domaine souterrain du fantôme classique et le monde de l'opéra relié par un cours d'eau animé. C'est-à-dire comparativement à ce qu'on a vu avant, on avait une espèce de lac étal où on se déplaçait péniblement en bateau. Là, c'est presque un torrent d'eau jaune qui relie... c'est une rivière. C'est vraiment une rivière dont le courant est perceptible et souligné à plusieurs reprises par des personnages qui s'y déplacent péniblement, qui est fermé par une grille. Alors, pas surinterprétée, mais voilà, qui empêche le passage. Donc cette grille sera franchie par différents personnages qui feront l'effort de le faire, de rentrer dans la circulation de cette pulsion à plusieurs reprises. On pourrait dire, je ne vais pas conclure tout de suite, mais ce qui est beau dans ce film, ce qui est très émouvant dans ce film, c'est peut-être la manière, et il n'y a que Fisher qui fait ça, dont certains personnages acceptent de prendre pour eux la pulsion du fantôme, de la faire circuler, d'être traversé par cette pulsion. C'est l'histoire de ça, le fantôme de l'opéra de Fisher. Lord Ambrose Darcy, c'est bien lui qui choisit Christine pour chanter à la place de la Carlotta, mais pour une raison très très simple, c'est qu'il veut la mettre dans son lit. Voilà. Ce qu'ils vont comme toutes les autres, c'est pas spécialement Christine, spécialement c'est plus une de plus. Voilà. Ce qui est très beau, enfin, il y a cette scène où il l'invite au restaurant et on commence par boire du champagne. Enfin voilà, ça dit beaucoup de choses tout de suite. Ce que je trouve assez beau, c'est la manière dont alors qu'il s'approche d'elle à la fin du repas, il se rapproche d'elle pour l'entreprendre, voilà, pour aller un peu jusqu'au bout. Un zoom se fait sur, G-Traveling avant se fait sur Christine et la déshabille littéralement. C'est-à-dire qu'elle a une robe qui laisse les épaules nues, et le fait que la caméra avance à ce moment-là fait qu'on ne voit plus la robe, mais on ne voit plus que sa nudité à elle, et comme ça gêne de réaliser que désormais elle est nue face à cette... dans son regard à lui, dans le regard concupiscent le regard de cet homme dont elle pensait qu'il l'avait choisi, d'abord parce qu'elle était une bonne chanteuse. C'est un plan subjectif, il nous place dans le regard de Darcy. Ouais. Et il y a énormément de plans subjectifs dans le film, il y a énormément de plans qui organisent les points de vue en fait. La scène là que tu viens de raconter est peut-être ma scène préférée du film, je sais pas, et je la trouve magistrale. Donc c'est ce que tu dis, cette jeune femme sent qu'elle est à la merci d'un homme qui a autorité sur elle et qui va l'obliger à coucher avec elle alors qu'elle n'en a pas envie. Ouais. Et que
elle a très envie de devenir une vedette, elle a très envie de chanter sur scène, elle n'a pas envie de devenir, mais elle ne veut pas payer le prix de coucher avec cet homme qui ne l'attire pas. Donc il y a cette dignité de, cette dignité de femme de Christine qui est posée, mais là où je ne vais pas dire le féminisme de Fischer, mais là où un autre cinéaste aurait probablement traité ça d'une manière beaucoup plus caricaturale. Fischer ne va pas lui donner le pouvoir de se soustraire à lui. C'est pas possible. Donc ce qu'elle va faire, c'est se sentant coincée, elle va aller chercher le désir d'un autre homme pour elle, et elle va mettre en concurrence les deux prétendants. Et elle va annuler le désir de l'un par le désir de l'autre. Elle va se jouer d'eux presque. Parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas... Notre sympathie pour Hunter n'est pas encore installée. Pour l'instant, c'est un personnage assez ambigu. Qui reste ambigu. On a compris qu'il ne s'appréciait pas avec Darcy, mais c'est pas encore. Il n'est pas d'emblée présenté comme un producteur sympathique. Et je pense pour que la valeur de cette scène soit celle que moi j'ai perçue. C'est-à-dire qu'elle ne se réfugie pas chez celui qui est son promis, elle se réfugie chez l'autre, parce qu'elle sent qu'il y a deux forces antagonistes qui peuvent s'annuler. Mais c'est tout. C'est pas parce qu'elle aurait des sentiments pour l'autre. C'est vraiment pour mettre en échec ce désir de Darcy qui la menace, parce qu'elle se sent menacée. Et donc, Darcy le comprend. Et ce qui est beau aussi, c'est que les conventions font qu'il ne peut pas la forcer à partir avec elle. C'est un restaurant, c'est un lieu public. Il ne peut pas l'emmener de force. Il y a un autre homme qui est là, donc il s'efface. Et ce qui est très beau, c'est que Christine finit par réussir à faire rester Hunter avec elle au dîner et à quand même manger avec lui. C'est-à-dire que l'invitation qui venait de Darcy au départ, à laquelle Christine accepte d'avoir un repas avec lui, sans jamais être autre chose que la femme à la position où Fischer la désigne dans la société, c'est-à-dire pas quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui est dans le désir des hommes, elle parvient à se jouer de ce désir-là pour générer un repas avec qui elle a envie de rester, d'une certaine manière pour retourner ça. Finalement, c'est presque elle qui l'invite. C'est même elle qui l'invite. Et ça, c'est littéralement elle qui l'invite. Ça dure 3 minutes dans le film, c'est filmé à hauteur de regard, il n'y a rien de souligné, il n'y a rien de caricatural, c'est extrêmement maîtrisé, c'est magnifique. Et si tu ne conservais que cette scène, voilà, là, il y a un regard d'une modernité totale sur une jeune femme, il y a un vrai regard sur ce que c'est qu'un personnage féminin, sur ce qu'est être une femme. Le fantôme observe la diva et elle sent sa présence. Alors il y a un premier plan subjectif où tu es dans le regard du fantôme. Oui, tu la vois. Il est la caméra en fait, elle est dans la pièce, l'actrice ne regarde pas la caméra, donc forcément il est invisible pour elle. Et ensuite, ça c'est très clair. Il y a un plan sur elle, et ensuite il y a un panneau sur la pièce. C'est-à-dire qu'on bascule dans son regard à elle, et effectivement elle ne voit rien. Alors que si le fantôme était effectivement dans la subjectivité qu'on nous a présentée avant, c'est-à-dire à la place de la caméra, elle le verrait, puisqu'il est dans la pièce. Donc littéralement à ce moment-là, le fantôme est la caméra. Le fantôme est la caméra, avec cette convention que la caméra est invisible. Il s'agissait quand même de dire ça aussi, c'est que le générique et le premier apparition du fantôme nous réduit ce fantôme à un œil. Tout à fait. Le fantôme de Fischer, c'est un œil. Le générique, c'est des panneaux qui se rapprochent de l'œil plus. On va de plus en plus vers l'œil. C'est-à-dire que le fantôme, c'est évidemment l'œil, c'est évidemment la caméra. Après, c'est vrai que c'est probablement pour l'instant un peu le seul film de cette série des fantômes de l'opéra dont on peut dire qu'il joue avec cette idée d'un œil un peu omniscient ou omnivoyant dans un espace qui est un espace de spectacle où normalement l'ensemble des regards sont braqués sur le plateau. Lui, il voit non seulement sur le plateau mais partout ailleurs. Voilà, et c'est probablement le seul film qui joue un peu de ce que c'est que de regarder. Ah oui. Ce regard ouvert comme l'œil d'une caméra, c'est aussi ce projecteur que le fantôme a le pouvoir de braquer sur mettre en lumière le personnage qu'il choisit. Encore une fois, au lieu de nous faire des dialogues où le fantôme va dire je veux que tu sois une star, je veux que tu sois dans la lumière, il montre le personnage qui prend un projecteur et qui met une femme en lumière, et c'est autrement plus... quand on a le goût du cinéma, c'est autrement plus touchant, plus beau. C'est le seul film
pour l'instant des 5 ou 6 films qu'on a vus sur le fantôme de l'opéra, dans lequel on peut dire qu'il y a réellement quelque chose de l'opéra. Quelque chose de beau, j'ai envie de dire. Voilà, vraiment, là on a l'opéra. C'est le seul film où la musique, moi, m'a vraiment ému. Un moment d'opéra qui est formidable. Vraiment de la bonne musique. Voilà, puis on a où tout à coup, on regarde un opéra aussi. Le risque, c'est qu'il tombe sur Christine. Et c'est vrai que pendant un moment, il y a quand même ce suspense de se dire peut-être qu'il va tomber sur Christine. Disons qu'il y a un vertige vraiment saisissant à ce moment du film, qui renvoie à une scène qu'on n'a pas évoquée, mais ça sera l'occasion de le faire. On a vu, il y a cette âme damnée qui a été identifiée depuis le début au bras du fantôme, celui qui commet pour lui les meurtres, celui qui tue pour lui, qui est au-dessus du lustre. On sait que le lustre doit tomber, et tout d'un coup, on se demande si le projet du fantôme n'est pas d'assassiner Christine, en fait, pendant cette représentation. Voilà, si sa folie n'irait pas jusque-là. Et pourquoi on pense ça? C'est aussi parce qu'on a eu cette scène où il la séquestre pour lui apprendre à chanter, où il est violent avec elle. Saisissante comme dans aucun autre film, qui est extrêmement brève dans le film de Fischer, mais qui est très ramassé, il la frappe, qui est la gifle. C'est le maître, non pas sadique, mais tortionnaire. À l'exigence sans limite, en fait. À l'exigence, à l'exigence tortionnaire, réellement. Et donc il la gifle à l'écran, c'est très violent quand même, une femme qui reçoit, qui est frappée au visage. Et quand Hunter vient la délivrer, il lui demande est-ce qu'il vous a fait du mal? Elle répond non, il m'a pas fait de mal. Ah ouais, c'est très... Alors que quelques plans auparavant, on a vu la gifler à pleine main. Donc il y a, pour le coup, sans dialogue, en quelques plans assemblés, Fischer, lui, arrive à mettre en scène l'ambiguïté de cette relation, où une femme accepte d'être sadisée par un homme pour devenir une autre femme. C'est vraiment... Là, il y a de l'ambiguïté. Là, il y a quelque chose... Là où il n'y en a jamais dans le roman, et où il n'y en a à peu près jamais dans aucun des autres films, éventuellement chez Argento, dans une relation étrange, mais bon. Il y a même une forme de romantisme dedans, enfin, authentiquement. De vrai romantisme. Il n'y a que le personnage du fantôme qui peut lui faire ça. C'est pas de l'ordre de l'histoire d'amour, c'est vraiment de l'ordre d'une expérience que deux personnages partagent, l'un permettant à l'autre de mieux se connaître. C'est ça c'est ça que fait le fantôme. Le fantôme reste un personnage. Il va aider Christine à aller au fond d'elle-même. C'est aussi là que le personnage féminin, encore une fois, traité avec modernité, filmé d'une façon magnifique par Fischer. C'est aussi là que le fantôme reste un personnage violent, quand même. Avant de se jeter sous le lustre, le fantôme se démasque lui-même. Il se démasque. C'est la seconde fois qu'il est démasqué dans le film. Et c'est la seule fois que nous on le voit. Voilà, la première fois, c'est, j'ai envie de dire, presque plus que magnifique. Alors, Fischer est aussi un cinéaste qui a compris que le cinéma c'est du hors-champ. Et un personnage lui arrache son masque et on ne va pas nous montrer son visage à ce moment-là. Et en fait, c'est dos et on va voir le personnage, voir son visage défiguré. Mais Fischer veut que son monstre ait la dignité de choisir quand il va nous montrer son visage à nous, les spectateurs du film. Et c'est d'ailleurs par là aussi, puisque ce personnage à qui il montre son visage, à qui se trouve montré son visage, c'est Ambroise Darcy. Et c'est ce spectacle que lui voit, mais que nous ne voyons pas, ce spectacle d'une certaine manière dont il est l'auteur, qu'il a commis, qui le fait fuir. Non mais Ambroise Darcy est la raison. C'est ça qui le fait fuir, c'est l'arme qui le fait fuir. De toute façon, la violence sociale, elle est très présente. C'est un film qui fait sa place à la violence, qui est quand même présente dans plein de moments. La violence du fantôme, la violence... Il n'y a pas que la violence de l'assassin ou du monstre. Cette violence-là n'est jamais que aussi la réaction à tout un tas d'autres violences. Et la dignité du monstre, c'est de retourner cette violence, encore une fois, qui circule en lui, contre lui-même. Il y a vraiment un... Même si on n'est pas du tout dans un truc de rédemption, je ne sais quoi, parce que c'est vraiment pas le sujet. C'est la rencontre, ce qui se passe à la fin de ce film, c'est que, encore une fois, vraiment deux personnages, parce que Hunter et Christine sont solidaires du désir du fantôme. Tout à fait. Une fois qu'ils ont appris son histoire, ils acceptent
Il y a une très belle ellipse, on ne sait pas trop ce qu'ils ont... Le fantôme les supplie, en fait. Le fantôme les De supplie jouer son opéra. de jouer son opéra et de le laisser y assister. De le laisser y assister. Voilà, de le laisser terminer ce qu'il a entrepris. Et à la fin, il termine quand même comme un auteur, on peut le dire, puisqu'il enlève son masque, il termine sur scène, mais au lieu de saluer le public, il meurt. Ouais. Et probablement aussi parce que dans cette circulation qu'il y a entre eux, Christine et Hunter ont accepté de prendre en eux son désir à lui, et comme en retour, il préfère, lui, être à la place de Christine pour qu'elle meure, plutôt qu'elle elle ne meure. Voilà, Et ça, c'est effectivement très romantique, mais vraiment d'un romantisme qui est le romantisme, qui n'est pas le sentimentalisme. Voilà. Tu veux parler du troisième œil? Oui, non, mais c'était pas... t'as raison. C'était juste fait. Laisse-moi parler, c'est vrai. Non, c'est fait, ça y est.